Les GG, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est de 10h à 13h, c'est le show qui vous parle et qui parle de vous. Et comme tous les mercredis, on a rendez-vous avec le conseil des GG. Ce sont les grandes gueules de la politique qui sont avec nous. Et aujourd'hui, on a décidé d'accueillir Nicolas B, secrétaire général du Front National. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Fromentin, député des Hauts-de-Seine, soutien de François Fillon. Bonjour, Bonjour. Jean-Christophe Fromentin. Et puis nous sommes avec Benjamin Griveaux, porte-parole d'En Marche. Bonjour. Bonjour. Je vous donne le menu des GG. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Tout à l'heure, à 12h45, trois déclarations que nous avons extraites de l'actualité et que nous allons vous faire écouter, bien sûr. Dans les affaires courantes, on évoquera Bertrand Delanoë qui appelle à voter Emmanuel Macron. Soupçon de favoritisme aussi autour d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas. Et puis le nouveau feuilleton pour François Fillon, un prêt à 50 000 € de la part de son ami Marc Ladré de la Charrière. En attendant, on a l'impression, alors qu'on est maintenant à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, que c'est plié, que le duel est déjà annoncé, c'est-à-dire qu'on va vers un duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Parlons-en. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui pourraient changer d'avis d'ici au premier tour. Et donc ça veut dire que le rapport de force politique qui est mesuré aujourd'hui, eh bien, il peut encore bouger sous l'effet de la campagne électorale. Voilà, vous venez d'entendre Yves-Marie Kahn de l'Institut de sondage Elab. Oui, avec ce sondage qui confirme que l'on va vers un duel Macron-Marine Le Pen si on votait bien sûr aujourd'hui. Mais on a bien compris que cette présidentielle ne se passe pas comme prévu, donc soyons prudents. Néanmoins, Macron-Le Pen au coude à coude. François Fillon distancé en troisième position avec toujours ce noyau dur autour de 19%, mais ce n'est pas suffisant pour se qualifier. Et puis ensuite, loin derrière, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui... il y a le match de la gauche qui se joue entre les deux. Macron-Le Pen, je suis désolé, Jean-Christophe Fromentin, je ne sais pas si on a bien fait de vous inviter, vous qui soutenez François Fillon. Vous soutenez un candidat qui aujourd'hui n'est plus en capacité de se qualifier pour le deuxième tour, alors qu'il y a encore quelques mois, il avait un boulevard, pour reprendre l'expression d'Alain Juppé, devant lui. Et vous avez rappelé en introduction le nombre de jours qui restent avant l'échéance. Je crois 45. qu'il y aura un sondage par jour et probablement des oscillations totalement inattendues. Vous croyez ? Parce qu'on le voit, cette campagne est pleine de surprises. Donc je crois que l'objectif aujourd'hui est de tracer sa route pour chacun des candidats et pour François Fillon en particulier, de réitérer il a perdu les quelques arguments. Ah oui, mais perdre des points, c'est pas perdre une élection, heureusement. Et on l'a vu au travers des sondages dans différents pays, dans différentes élections, aux primaires de la droite et du centre. Encore une fois, oui, on ne peut pas arrêter la photographie. Mais qu'est-ce qu'il doit les faire ? sondages. Ah mais je crois que chacun doit dérouler sa campagne avec ses arguments. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ça peut bouger. Il faut, Mais surtout qu'il ne bouge pas par rapport au sondage. Je pense que c'est la constance, c'est la permanence, c'est la régularité, c'est les convictions, c'est le fait d'avancer droit dans ses bottes à partir de ce qu'on a envie d'amener dans le débat qui fera la différence. Et donc, voilà, la sérénité. Le cœur de certains électeurs de droite qui, pour l'instant, n'ont plus envie de voter pour lui. La sérénité et la constance, je pense que ce sont les meilleurs gages. Celui qui regarde les sondages tous les jours et qui change, on l'a vu dans la mandature de Sarkozy en particulier, où il y avait des sondages tous les jours et la politique se faisait au gré des sondages. Je pense qu'une campagne, c'est un bon moment de montrer qu'on sait s'extraire un peu de ces sondages, de l'actualité du microcosme et aller droit au but dans un projet pour le pays. Alors, Benjamin Griveaux, vous êtes le porte-parole d'En Marche, donc Emmanuel Macron, ça y est, c'est fait ? C'est tout sauf fait. Mon voisin le rappelait à l'instant, honnêtement, les sondages, et on l'a vu dans le cadre des deux primaires qui se sont tenues à droite et à gauche, ont été parfois démentis. François Fillon était donné très bas début septembre, il finit en fanfare. Les choses varient et donc on regarde avec une distance prudente les enquêtes. Évidemment, on n'est pas insensible quand elles sont meilleures que par le passé, et il y a manifestement un désir autour de la candidature d'Emmanuel Macron qui s'est fait jour, qui s'est construit depuis son annonce de candidature le 16 novembre. Moi, je n'ai jamais cru que c'était une bulle. Vous savez, un mouvement qui organise 1500 événements par semaine, comme c'est le cas depuis des mois. Un mouvement qui a déjà distribué 11 millions de tracts. Je ne crois pas qu'une bulle médiatique ou des adhérents sur les réseaux sociaux uniquement permettrait d'arriver à cette mobilisation. Donc moi, je n'ai jamais cru que c'était une bulle. On le voyait dans les territoires. On a beaucoup de maires, d'élus locaux qui se sont engagés très tôt dans la bagarre à nos côtés. Et puis des gens de la société civile, parce que c'est le pari qu'on a fait au départ, d'arriver à réengager la société civile dans un mouvement politique. Ce qui nous a beaucoup frappé dans nos multiples déplacements, c'est qu'on a à
chaque fois rencontrer des personnes, des entrepreneurs, des gens du monde associatif, des gens du monde de l'économie sociale et solidaire qui font bouger leur territoire, qui font de la politique alors qu'ils n'ont pas la carte d'un parti. C'est sur cela qu'on s'est appuyé depuis le lancement d'En Marche le 6 avril dernier. Et c'est peut-être aussi cela qui se traduit aujourd'hui dans les enquêtes et les intentions de vote. Fragile, hein, quand on demande est-ce que vous êtes certain de voter En Marche, c'est normal, on est encore à 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Les gens vont pouvoir se déterminer sur une offre, il va y avoir des débats, et puis c'est le jeu démocratique qui va se dérouler dans les 6 semaines qui viennent. Vous, Nicolas Bay, votre problème, c'est pas le premier tour, c'est le deuxième tour pour Marine Le Pen. Oui, encore qu'on voit dans les sondages justement que Marine Le Pen progresse fortement entre les deux tours, ce qui est peut-être un peu un élément nouveau de ces dernières semaines. Non seulement Marine Le Pen, contrairement à ses concurrents, s'est toujours maintenue à un niveau très élevé, entre 25 et 28% des intentions de vote ces derniers mois, quels que soient les candidats qu'elle avait en face d'elle. C'est vrai qu'en termes de certitude de vote, c'est un élément qu'il faut regarder dans les sondages. On voit aujourd'hui qu'elle a le plus haut niveau de certitude de vote, donc c'est un socle très solide. Et l'élément nouveau, c'est en effet qu'aujourd'hui, elle a une capacité à progresser beaucoup plus qu'on ne le disait entre les deux tours, c'est-à-dire que la théorie du plafond de verre montre un peu ses limites. On a l'impression que c'est un concept qui a été un peu inventé par nos adversaires pour se rassurer. C'est une réalité. Mais on voit, oui, enfin, Marine Le Pen n'a pas gagné la région Haute-Normandie. Marion Maréchal Le Pen a perdu la région PACA, donc il y a eu un plafond de verre. Pas tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde les élections régionales, en l'occurrence, oui, Hauts-de-France, pardon, les deux régions ont été perdues d'abord parce que, de façon artificielle, a été créé un duel face à la droite, qui est la configuration électorale peut-être la plus difficile, parce que la gauche s'est fait harakiri au bénéfice de la droite. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. C'est une manœuvre électorale qui a empêché de gagner ces deux régions. Mais là, ce qu'on voit surtout, c'est une progression constante, à la fois au premier tour et de façon très significative au second tour. Juste une petite réponse à Jean-Christophe Fromentin qui nous disait que sous Sarkozy, il y avait un gros problème, c'est qu'on gouvernait au gré des sondages. Je le rappelle quand même que pendant 5 ans, pendant ce quinquennat, c'était François Fillon qui était à Matignon. Oui, mais je pense qu'il y avait un duo qui a été tendu à cause de ça. Et là aussi, quand on refait le fil de l'actualité à l'époque, on le voit. Moi, je voudrais juste parler d'un autre tour, qui est le troisième tour, qui est celui des législatives. Et si les Français regardent un peu dans la continuité de la cohérence des projets des uns et des autres, ils voient bien qu'une chose est de s'arrêter au deuxième tour, une chose est de se projeter dans les élections législatives. Et là, c'est un autre sujet. Qui aura et qui est en mesure de construire une majorité législative à l'Assemblée ? Le Front National aura d'énormes difficultés à le faire parce qu'on sait que le substrat d'élus locaux sur lequel il faut s'appuyer est faible et le candidat d'En Marche aura aussi un certain nombre de difficultés dans la mesure où la dispersion des soutiens montre à quel point faire une synthèse majoritaire dans les territoires demain pour soutenir un programme majoritaire de majorité présidentielle sera difficile. Donc le seul qui est en mesure d'avoir une majorité claire à l'Assemblée, c'est Fillon. Je crois que François Fillon a cet avantage compétitif qui est celui, dans une plateforme ouverte de la droite et du centre, d'avoir une capacité de rassemblement aux législatives qui lui assurera une majorité stable. Si j'ai bien compris, votre majorité, Benjamin Griveaux, c'est de Robert Hue à François Bayrou ? C'est pas de la dispersion, c'est de la diversité. Il n'y a aucun parti aujourd'hui qui est en capacité d'être seul majoritaire à l'Assemblée nationale. On peut se raconter des histoires. Sur quelle base François Fillon va-t-il demain gouverner ? Est-ce qu'il va gouverner avec la droite sociale, libérale et européenne qui est incarnée par Alain Juppé, ou avec la droite plutôt conservatrice, souverainiste et l'UDI qui semble revenir ? Oui, d'accord. Ça fait une majorité, d'accord. Ça, ce sont des accords électoraux, des accords de circonscription. Je ne suis pas sûr que les Français s'y trompent, parce que au fond, ce que ces deux primaires ont révélé, c'est qu'à gauche comme à droite, vous avez des différences de fond majeures, des sujets idéologiques qui n'ont pas été tranchés, ni par la gauche, ni par la droite, sur la question européenne, sur le modèle économique et social, sur le rapport à l'état de droit, sur les questions de société. Enfin, écoutez, j'ai bien écouté la déclaration d'Alain Juppé lundi, j'ai pas eu le sentiment que c'était un chèque en blanc qui faisait à François Fillon. En Marche, c'est quand même la grande inquiétude chez vous. Oui, mais on a un avantage sur tous les autres, c'est que l'offre politique, les gens qui viennent aujourd'hui et nous soutenir, apporter leur soutien à des démarches engagées par Emmanuel Macron, ils savent sur quoi ils font. Il y a un projet qui est sur la table depuis le 2 mars, qui ne va pas bouger. Il y a un programme économique qui a été chiffré. Ensuite, à l'Assemblée nationale, si En Marche, les candidats En Marche n'obtiennent pas la majorité absolue, vous allez essayer de faire des accords avec la droite, manifestement, la gauche. il y a 10 mois, quand on a lancé En Marche et qu'on était 300 à Amiens, on nous avait promis que ce serait une bulle, un soufflet, que nous n'y arriverions pas. Aujourd'hui, on s'est installé durablement dans le paysage politique français. Je ne vois pas pourquoi, suite à une victoire potentielle d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, les Français, vous savez, ils sont cohérents. Ils donneront une majorité au futur président de la République
politique dans le cadre des élections législatives. Nicolas Bay sera d'accord avec vous. Oui, moi je crois en effet qu'il y a une logique institutionnelle qui fait que les Français, s'ils sont majoritaires à choisir un président de la République, ce qui est obligatoire, je dirais, compte tenu du mode de scrutin, ils lui donneront ensuite une majorité à l'Assemblée nationale. Après, la question qui se pose, c'est en effet, on a un scrutin législatif qui est très antidémocratique. Le scrutin majoritaire à 2 tours, qui écarte de toute représentation près de la moitié des électeurs français. Et ça, c'est un vrai problème. On nous avait d'ailleurs vendu ce mode de scrutin comme étant la garantie d'avoir une majorité stable à l'Assemblée nationale. Or, ça n'est vrai sans doute que dans un contexte de bipartisme. Quand on a 3 voire 4 forces politiques, eh bien, on s'aperçoit que évidemment, ça n'est pas du tout une garantie, en effet, d'avoir une majorité absolue en siège à l'Assemblée nationale. Mais je crois encore une fois que c'est une affaire de dynamique. Moi, ce que je vois surtout aujourd'hui, de façon très nette, c'est que quand on voit les tergiversations, par exemple, des centristes qui un coup soutiennent François Fillon, un coup lorgnent vers Emmanuel Macron et pour un certain nombre d'entre eux, ils restent, un coup reviennent vers François Fillon. Vous les connaissez bien, on voit finalement ces centristes. C'est pour ça que je les ai quittés il y a quelques... Je crois que c'est révélateur. Aussi vite que j'y suis rentré. C'est finalement révélateur du fait qu'entre François Fillon et Emmanuel Macron, il n'y a pas de grande différence. Il y a peut-être une différence de degré sur certains sujets, mais il n'y a pas de vraie différence de nature. Il n'y a pas de vraie différence fondamentale dans le projet. C'est sans doute ce qui explique que, voilà, il y a un certain nombre de cas d'élus qui, sans doute par opportunisme aussi, naviguent un peu entre les deux. Quand même, la majorité, effectivement, de droite qui pourrait... Elle tangue, là, on voit bien. C'est quand même moins évident, tout cela. Je pense que ce qui tangue, ce sont les appareils politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que l'état de l'opinion n'est pas reflété aujourd'hui par la fébrilité des appareils politiques. Et ce qui s'est passé ces derniers jours en dit long, d'ailleurs, sur la fébrilité des appareils, qui craignent non pas pour la victoire de leur candidat, mais qui craignent pour l'avenir de leur propre carrière. Et c'est ça où il y a un vrai sujet. Et vous voyez, le plateau que vous réunissez aujourd'hui, de ce point de vue, est assez emblématique. On a, en ce qui me concerne, quelqu'un qui n'est pas dans un appareil politique, mais qui soutient un candidat du vieux système, mais que j'encourage à persister dans un programme. Vous avez un nouveau candidat avec un nouveau porte-parole, et vous avez un parti qui se configure un peu hors système. Et donc, on a un débat politique qui échappe totalement aux vieux appareils. Mais vous-même, vous avez... c'est là vous n'avez pas douté, Jean-Christophe Fromentin, je vous ai vu au Trocadéro dimanche, vous n'avez pas douté sur Fillon, comme certains de ses propres amis, comme Bernard Accoyer, qui l'a dit hier, qu'il avait eu un moment de doute? Moi, ce qui m'a remobilisé ou mobilisé, puisque je n'étais pas dans l'équipe Fillon, et je n'ai pas voté d'ailleurs aux primaires. Vous n'avez pas voté aux primaires? C'est justement le point de non-retour. C'est-à-dire que je pense qu'à quelques 50 jours des élections, on ne peut pas tout casser, on ne peut pas tout remettre en cause. Et il y a une disproportion entre l'affaire qui fait la une de l'actualité et l'actif qui a été mis sur la table d'un programme, d'un projet, d'une vision et d'une capacité de rassemblement. Et je pense qu'on a tout amalgamé sur ce prétexte des affaires qui certes... On ne peut pas séparer l'homme du programme. C'est-à-dire, il faut pour que le programme soit appliqué, il faut quelqu'un qui soit en mesure de le faire. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit le programme, il est forcément incarné. Et nos candidats, quel que soit le bord où on se situe, ont des candidats qui incarnent leur programme, qui le portent. Et il n'y a que Fillon pour incarner ce programme. Et un programme n'est pas interchangeable. Et c'est pas quelque chose que chacun peut prendre au gré comme ça de l'actualité ou de ses envies et de le porter. Il y a peut-être une chose sur l'élection présidentielle qui est très particulière, c'est incarner le programme qu'on porte. Et dans la nature humaine, chacun a des doutes, a des handicaps, a fait des erreurs, a des forces, a des atouts. Et je crois que l'entièreté d'un candidat au présidentiel, c'est d'incarner son programme et de le porter avec également son tempérament. Nicolas Bay ? Moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques mois, on nous expliquait que la droite, en l'occurrence Alain Juppé à l'époque, allait gagner haut la main et la primaire et l'élection présidentielle. Il y a seulement 3 mois à peine, on nous expliquait que François Fillon gagnait haut la main l'élection présidentielle. Il arrivait en tête au premier tour, il gagnait haut la main au deuxième tour. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a finalement un rejet qui est très fort à l'égard de François Fillon. S'il est à 18 ou 19% d'intention de vote, c'est parce que finalement il est rejeté sans doute en raison de sa personnalité qui était un peu méconnue des Français et qui a été mise au jour par un certain nombre d'affaires, même s'il y a de l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir, c'est une certitude, mais il y a quand même un vrai problème de confiance, de lien de confiance entre les Français et la personnalité de François Fillon. Il est rejeté aussi sans doute à raison de son projet, parce que son projet, il laisse de côté 90% des Français, et au moment de la primaire, il n'était peut-être pas bien identifié par les électeurs, et
il est rejeté aussi à raison de son bilan, parce qu'il a été 5 ans à Matignon, il a eu beaucoup de pouvoir. Peut-être qu'il n'a pas été capable de dire non à Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, mais là, ça pose un autre problème, qui est un problème de tempérament, de personnalité et de capacité à être un chef d'État. Disons qu'il s'est enfermé dans la logique de se maintenir et il n'a pas cédé à un certain nombre de pressions, mais ça ne règle pas le problème de fond. Et le problème de fond, c'est la vision qu'il porte, ou plutôt qu'il ne porte pas pour notre pays. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, si vous me permettez, c'est que finalement, on a un débat politique avec d'un côté Marine Le Pen qui défend l'idée de la nation comme qui n'est pas un cadre dépassé, qui est le moyen d'assurer la prospérité économique, le moyen d'assurer notre sécurité, de défendre nos libertés fondamentales. Et on a 2 candidats, François Fillon et Emmanuel Macron, qui eux défendent l'idée, une démarche post-nationale, relativement assumée d'ailleurs chez Emmanuel Macron. L'idée finalement que moins de frontières, plus de dérégulation, aller plus loin dans la logique mondialiste, plus loin dans la logique fédérale européenne. Or, c'est je crois ce que les Français ne veulent plus. Nicolas, je crois, juste pour rebondir, on ne fera pas effectivement à Marine Le Pen le procès de la cohérence. Elle est cohérente. En revanche, le programme est catastrophique. Il faut le dire, il faut le redire. Certes, il est clientéliste. Certes, il adresse des émotions que la population a parfois envie d'entendre, mais on ne peut pas construire l'avenir de la France sur un programme qui nous met directement dans le mur. Excusez-moi, Jean-Christophe Fromentin, la dette, qui va paupériser la population, vous parlez de dette, et qui va déconnecter la France de ce qui est son principal atout. Ce sont ses exportations, son développement, son rayonnement international. Donc attention aux limites de ce programme, attention aux limites de ces mesures, attention à ce qui est de nature peut-être à faire vendre quelques et à faire adhérer quelques électeurs, mais en tous les cas, pas assurer un avenir. Je vous rappelle quand même, Jean-Christophe Fromentin, excusez-moi très vite là-dessus, François Fillon à Matignon, c'est 1 400 000 chômeurs de plus, c'est 600 milliards d'euros de dette publique supplémentaire. Et ça, c'est le bilan de François Fillon. Donc est-ce que vous croyez que les fillonistes sont qualifiés vous pensez que les fillonistes sont qualifiés pour donner des leçons en matière économique avec un bilan aussi désastreux, y compris d'ailleurs 50 milliards d'euros d'augmentation des impôts? Nous, ce que nous défendons, c'est un État qui joue tout son rôle, mais qui ne joue que son rôle. C'est-à-dire un État protecteur, stratège, aménageur du territoire et en même temps la liberté d'entreprendre, c'est l'allègement de la fiscalité. 144 propositions, 0 financées. Ça coûte entre 150 et 200 milliards, le programme de Marine Le Pen. Et elle paie une taxe à l'import à 3% qui rapporte 15 milliards. Donc si mes calculs sont bons, il en manque en hypothèse basse 135, en hypothèse haute 185 milliards. Donc il faudra qu'elle nous dise où elle les trouve. Ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Je peux vous expliquer tout de suite. Et la deuxième chose, c'est que je prends une mesure emblématique. Vous sortez de l'euro. 30% de baisse de pouvoir d'achat immédiatement. Non, c'est pas faux, vous le savez très bien. Valeur de l'épargne des Français, moins 30%. Allongement des taux d'intérêt. Hausse des taux d'intérêt. Donc il faut que les gens sachent que demain, quand ils auront emprunté pour acheter un appartement ou une maison à 100 000 euros, les taux d'intérêt vont monter. Ce sera ça la conséquence directe de la sortie de l'euro. Plusieurs réponses là-dessus. Dans un instant. Excusez-moi. Dans un instant, Nicolas B, vous pourrez répondre. À tout de suite dans le Conseil des GG. Ce Conseil des GG avec Benjamin Griveaux, porte-parole d'En Marche, Emmanuel Macron, Jean-Christophe Fromentin, député d'hiver droite des Hauts-de-Seine, c'est le maire de Neuilly et qui est avec François Fillon, et Nicolas B, secrétaire général du Front National. Et vous voulez répondre à Benjamin Griveaux sur votre programme qui n'est pas financé, programme de Marine Le Pen. Oui, 2 points. D'abord sur le financement du programme, bien sûr que si, tout est financé. Et d'ailleurs, nous avons présenté un chiffrage de ce projet. C'est intéressant parce que c'est l'argument habituel qu'on entend toujours. Dès qu'on propose que l'État joue à nouveau son rôle, qu'on augmente par exemple les effectifs de la police ou de l'armée qui ont été supprimés par François Fillon quand il était à Matignon, eh bien on nous dit il n'y a pas d'argent. S'il y a de l'argent, encore faut-il s'attaquer aux vrais gisements d'économie. Les vrais gisements d'économie, ils existent. C'est par exemple le millefeuille administratif. C'est la moitié du budget de l'État en plus quand même. Le millefeuille administratif, c'est-à-dire les intercommunalités, les régions, tout ça, ça a un coût exorbitant, c'est des milliards d'euros par an. L'immigration, elle coûte entre 30 et 50 milliards d'euros par an. La politique de la ville, 100 milliards, c'est bien sûr que si, 100 milliards a été déversé là-dedans en 30 ans. La fraude sociale, c'est 20 milliards d'euros par an. C'est la Cour des comptes qui le dit. La fraude fiscale, c'est 50 milliards d'euros par an. L'Union européenne, elle nous coûte 8 milliards d'euros par an. Donc tout ça, c'est des gisements d'économie. Je vous réponds très rapidement sur l'euro. Sur l'euro, il faut être clair. Si on retrouve notre liberté monétaire, qu'on fait évoluer ce que nous défendons, nous, l'euro monnaie unique vers un euro monnaie commune. D'abord, il n'y a pas automatiquement une dévaluation. Si, on fait évoluer l'euro monnaie unique vers un euro monnaie commune. Voilà. Oui, on retrouverait une monnaie nationale qui s'appellerait pas forcément le franc. Ça, c'est un aspect secondaire. Mais ça ne provoquerait pas automatiquement
automatiquement, comme vous le dites, une dévaluation de notre monnaie. Je vous rappelle que l'euro a baissé de 25% en 2 ans et que ça n'a pas effondré le pouvoir d'achat des Français ni augmenté la dette. Donc, je crois que ça, c'est des faux arguments. Je vous rappelle en outre que si jamais on avait... Se doter de l'arme monétaire, c'est refaire ce qu'on a fait pendant des années avec les dévaluations compétitives. C'est ce qui a plombé l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez ce qui a plombé l'économie ? Le levier monétaire, c'est une bombe à retardement que vous ne pourrez pas utiliser. Si. Ou alors vous le ferez au débit des générations à venir. Aujourd'hui, on a une balance commerciale qui est déficitaire de 50 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée. Et si jamais l'euro se maintenait sous une forme monnaie unique alors que nous, on en sortirait, je pense que c'est une hypothèse peu probable, mais imaginons-la, puisque vous êtes inscrit dans ce schéma-là, et bien dans ce cas-là, je vous rappelle quand même que notre dette, elle est libellée en contrat de droit français pour 99%, donc ça n'a aucune incidence sur la dette des Français. Et enfin, dernier point, vous nous dites que les marchés financiers, s'il vous plaît, aucun crédit. Je vous rappelle, vous nous dites que les marchés financiers augmenteraient leurs taux. Mais pourquoi ? Parce qu'on est enfermé dans le schéma de la loi de 73, la loi Rothschild, qui nous oblige, la loi Pompidou-Rothschild, qui nous oblige à emprunter sur les marchés financiers, alors qu'autrefois, eh bien, on avait le Trésor public qui vous pouvait emprunter directement à taux faible ou à taux nul à la Banque centrale. Et c'est ce que nous défendons. Alors, revenons à cette campagne avec les ralliements. Parlons-en des personnalités qui rejoignent les différents mouvements. Et ce matin, c'était Bertrand Delanoë qui est sorti de sa retraite tunisienne pour annoncer qu'il rejoignait En Marche, l'ancien maire de Paris. Oui, il a dit que son pays était plus important que son parti, parce que c'est un socialiste qui, au lieu de défendre et de soutenir le vainqueur de la primaire socialiste, préfère rejoindre Macron, qui est selon lui le candidat qui se rapproche le plus de ses convictions, avec aussi l'argument du vote utile face à Marine Le Pen, donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Marine Le Pen. Delanoë, alors les vieilles gloires du PS vous rejoignent, c'est un avantage ? C'est pas le premier. Écoutez, ça, je vous laisse le terme de vieille gloire. Moi, je considère que Bertrand Delanoë a été un bon maire pour Paris. C'est un homme d'expérience qui a toujours été constant dans les engagements qui ont été les siens, qui n'est pas un carriériste. Il a fait 2 mandats et a laissé à la suite de ces 2 mandats à Paris, la suite d'ailleurs à une femme qu'il avait préparée pour exercer ce mandat, Anne Hidalgo. C'est un homme qui a toujours été libre. Je rappelle qu'il n'a pas uniquement été un politique, qu'il a monté une entreprise, qu'il a travaillé dans le privé, et donc qui a un parcours à la fois dans ses convictions, mais dans son parcours personnel, fait que assez naturellement, il se sent à l'aise avec le projet défendu par Emmanuel Macron, la manière dont on a, nous, construit le mouvement. Et donc, oui, mais très franchement, on nous a dit pendant tellement longtemps qu'il était tout seul. Oui. Que maintenant, il est entouré des vieux briscards de la politique. Robert Hue, François Bayrou, Cohn-Bendit, Delanoë, enfin c'est les vieux briscards, Barthelone, les vieux briscards de la politique. Bon, briscard, ça peut être péjoratif, mais c'est des gens qui ont un parcours, une expérience. Enfin, on nous disait qu'il était trop jeune et qu'il avait beaucoup de jeunes. Maintenant, on va nous dire qu'il y a trop d'hommes expérimentés et de femmes expérimentées autour de lui. Vous voyez qu'il fait l'unanimité et qu'il rassemble à la fois les grands anciens, les expérimentés et puis les plus jeunes. Delanoë qui rejoint Macron, vous l'avez dit dans votre introduction, il le rejoint, vous dites, pour barrer la route au Front National. Et là, on touche ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire où Emmanuel Macron est là pour barrer la route au Front National, mais avec le risque d'avoir une hétérogénéité et une dispersion dans tous ses soutiens, parce que l'objectif n'est pas de faire gagner un projet, un programme, une vision, mais de barrer la route au Front National, et ça ne fait pas un programme. Et pour autant, quand on regarde effectivement la motivation de ceux qui le rejoignent, ce n'est pas l'adhésion à un projet, parce que le projet, et on l'a dit tout à l'heure, est extrêmement dispersé, c'est faire barrage à. Et ça ne fait pas un programme, ce n'est pas non plus une vision de la France. Il est juste une chose, il n'est pas dispersé notre projet. Nous, on a une grande chance, c'est qu'il n'a jamais changé. François Fillon, depuis le 27 novembre, sur la santé, a changé 3 fois. Il en est à son 4e cadrage budgétaire. Il est quand même très timide, le projet. Non, mais ça, il est très timide, parce que pour rallier autant de diversité, comme vous le dites, il faut aller chercher le plus petit dénominateur commun. Nous, on n'a pas distribué des dizaines de milliards d'euros depuis 3 semaines pour faire oublier les affaires judiciaires par ailleurs. Quand il va en Allemagne et qu'il dit à Angela Merkel, le déficit c'est 3,5 et qu'en France c'est 4,7%, qui dit vrai? Les 500 000 fonctionnaires, où fait-il les économies? Il ne le dit pas. Le programme santé, il a changé 3 fois. Au début, c'était on arrêtait de rembourser les petits soins. Maintenant, c'est on rembourse tout mieux que ce qui est fait, même encore aujourd'hui. Donc moi, très franchement, on a une chose, c'est que Bertrand Delanoë a dit ce matin il faut faire barrage, très bien, mais il a dit qu'il était à l'aise sur le fond du projet. L'alliance la semaine dernière avec François Bayrou, c'est de la même manière. Il a mis des choses de fond, la loi sur la moralisation de la vie publique, la question de la rémunération du travail, la question du pluralisme politique et de la proportionnelle qu'évoquait tout à l'heure Nicolas Bay. Bah non, c'est pas ambigu, c'est une offre qui est sur la table désormais depuis la semaine dernière. Ouais, mais je crois que c'est révélateur. On a effectivement beaucoup de tout ce qui représente le système politique, y compris sous sa forme la plus usée, qui rejoint aujourd'hui Emmanuel Macron. Emmanuel
Macron, il apparaît pour ce qu'il est. Il apparaît comme le candidat, non pas anti-système, mais là plutôt la synthèse du système. Et Du il est pouvoir surtout, sortant oui, bien sûr, il est le candidat du Parti socialiste et de François Hollande. Alors bien En fait, sûr, le vrai candidat je sais bien. socialiste, Oui, mais je crois Macron. qu'il faut être clair. Benoît Hamon, il est le candidat des frondeurs. Et Emmanuel Macron, il est le candidat soutenu discrètement, mais réellement, par François Hollande, par Bernard Cazeneuve, qui aujourd'hui nous explique qu'il va combattre le Front National. Il est Premier ministre de la France, il devrait s'attaquer à l'immigration massive, au chômage de masse, à l'islamisme. Et bien au lieu de ça, il ne fait que combattre le Front National, en utilisant d'ailleurs sa fonction et les moyens de l'État pour ça. Et puis on a aujourd'hui très clairement un Emmanuel Macron qui est le principal comptable du quinquennat qui vient de s'écouler. 2 ans à Bercy, 3 ans comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a été aux premières loges de ce quinquennat. Il est donc responsable du bilan désastreux de François Hollande. D'autant plus que François Hollande ne se présente pas. Ça fait 30 ans qu'on a un Le Pen candidat à l'élection présidentielle et sans doute pour les 20 prochaines années, parce qu'après le père et la fille, nous aurons la nièce. Sur le système, on est assez à l'aise pour ne rien vous cacher, Nicolas Bay. Est-ce que nous avons exercé le pouvoir? C'est que la conception clanique et familiale de l'exercice du pouvoir. Vous savez très bien que c'est pas le problème. Et Marine Le Pen, elle a une légitimité électorale qui est incontestable. Le regard porté sur les institutions, l'opprobre jeté sur les fonctionnaires par Marine Le Pen, en disant sur sa conception clanique et privatiste du pouvoir de l'État. Et c'est ça qui pose un problème quand on prétend accéder à la magistrature suprême. Aujourd'hui, le problème, c'est la justice et sans doute une partie de la haute fonction publique est utilisée par le pouvoir socialiste pour s'immiscer dans la campagne électorale et combattre tous ceux qui ne sont pas des candidats socialistes. Si, c'est une réalité. C'est un scandale. Je suis désolé, mais nous n'avons... Vous lancez l'anathème sur Qu'est-ce qui les fait que les Français ne nous considèrent pas comme du système? Et c'est parce que nous n'avons pas de responsabilité dans les politiques désastreuses qui ont été menées successivement et par la droite et par la gauche. Quand on sera au pouvoir, on devra apporter la démonstration de notre capacité à mieux gérer que ceux qui nous y ont précédés et honorer nos dépenses nos promesses de campagne, ce que ne fait ni la droite ni la gauche quand elle est aux affaires. Puisque vous parlez des affaires, des petites histoires, le Canard enchaîné nous dit que François Fillon n'aurait pas déclaré un prêt de 50 000 € accordé par son ami Marc Ladré de La Charrière. Il l'aurait reconnu d'ailleurs devant les enquêteurs. François Fillon sortait des 5 années passées à Matignon. Et il a reconnu un oubli. On oublie un prêt de 50 000 €. C'est embêtant quand même ce genre d'oubli. J'espère qu'il n'oubliera pas, si jamais il devient président, le bouton nucléaire, c'est le bouton rouge ou quoi que ce soit. S'il fait preuve d'autant d'inattention, François Fillon, Jean-Christophe Fromentin. François Fillon, sur toutes ces affaires qui aujourd'hui se sont invitées dans le débat, répondra devant les juges le moment venu. Mais vous voyez, le système, la construction du système de rémunération des hommes politiques, des parlementaires, appelle de toute façon à être totalement revu, puisqu'on voit fleurir des affaires depuis des années. Elles sortent, elles passent, elles repassent, elles sont abandonnées, elles prospèrent. Il y a un moment où, si cette campagne pouvait crever cet abcès, pouvait nous amener tous à mettre sur la table l'ensemble de cette organisation du système de rémunération des élus, je crois que tout le monde y gagnerait. Donc François Fillon ira probablement s'expliquer. Vous déplacez vers le problème de rémunération des élus, ce qui apparaît être une faute quand même personnelle. Là, je vous parle de la faute personnelle de François Fillon, les 50 000 € le prêt. Voilà, vous êtes peut-être ni moi, ni vous, ni personne n'est aujourd'hui dans le secret. Ça vous fait pas tiquer? Non, mais si vous voulez, il faut remettre. Il a reconnu un oubli. Qu'il y ait eu des erreurs, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient assumées, qu'elles soient ensuite discutées avec ceux dont c'est le métier, les juges, pour retirer la substance de ces affaires. Certes, il faut le faire et personne ne nie ça. Je crois que tout le monde a de ce point de vue un principe de responsabilité par rapport à ça. Maintenant, on est dans une campagne. On ne peut pas tout mettre au même niveau. On ne peut pas en permanence venir percuter les programmes, les idées, les projets des uns et des autres avec des affaires qui vont continuer. Parce qu'on voit la surenchère monter. Chaque candidat va avoir petit à petit son lot d'affaires qui va s'inviter dans la campagne. Si on est responsable, on a aussi un moment où, dans 50 jours, considérant que les Français vont devoir voter, ils sont au courant de ces affaires. Vous êtes là, bien entendu, pour leur rappeler tous les jours, et c'est votre rôle, et c'est bien comme ça. Mais c'est aussi à nous, qui portons des projets politiques, de venir les défendre, de les assumer, de les développer. Et à chacun, ensuite, de veiller à la cohérence entre, comme on le disait tout à l'heure, un programme et un candidat. Il faut mieux que ces affaires sortent avant l'élection qu'après, parce qu'ensuite, il y a une impunité du fait du statut présidentiel qui fait qu'on repousse tout ça 5 ans, 10 ans. Une impunité provisoire qui n'affranchit pas le candidat de sa responsabilité. savoir pour qui on va voter. Ça me semble pour le coup démocratique. Mais par exemple, on a dans le Canard enchaîné. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'un candidat n'assume pas. Voilà. Et moi, je ne suis pas du tout dans le discours, c'est la faute de la justice, des médias, etc. Qui non, je pense que voilà, la nature humaine... Marine Le Pen refuse d'aller voir les
mais Marine Le Pen, elle a une immunité assumer ça, parlementaire. quoi. Elle dit simplement qu'il ne faut pas qu'en permanence on ait le calendrier judiciaire à des fins de spectacle médiatique qui percute le calendrier politique. Et donc elle a dit qu'elle répondra. Elle a déjà répondu à toutes les accusations d'ailleurs, mais qu'elle répondra au juge, mais au lendemain des élections, après les élections. D'accord. Parce que après les élections, quand elle sera présidente, elle ne pourra pas aller voir le juge. Non, mais je vous rappelle que c'est une affaire qui a été ouverte il y a 2 ans. Ouais, que c'est Marine Le Pen elle-même. Je suis pas magistrat. C'est Marine Le Pen elle-même qui a demandé, il y a près d'1 an, l'ouverture d'une information judiciaire, justement pour pouvoir répondre aux accusations. Et les juges, au lieu d'ouvrir l'information judiciaire il y a 6 mois ou il y a 8 mois, l'ouvrent comme par hasard à 6 semaines de l'élection présidentielle. Ça montre une volonté d'utilisation de la justice qui est extrêmement grave et qui, elle, pour le coup, porte très gravement atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Le canard enchaîné révèle que l'inspection générale des finances soupçonne Emmanuel Macron d'avoir organisé, alors qu'il était ministre de l'économie et il était à Las Vegas à ce moment-là, une soirée qui a été confiée au géant Havas sans lancer d'appel d'offres, 500 personnes invitées, un montant de 382 000 €, dont 100 000 rien que pour l'hôtel, sans finalement d'appel d'offres, donc ça serait illégal. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron organisait des soirées aux frais de l'État pour sa propre campagne ? Non, Business France, pas Emmanuel Macron. Donc je vais vous dire ce qu'est Business France. Business France, c'est l'agence qui est chargée de faire la promotion des entreprises françaises à l'étranger, de nous faire connaître des investisseurs, etc. Où il y a d'ailleurs une co-tutelle du ministère des Affaires étrangères, notamment sur la dimension touristique, et de Bercy. Il se trouve que le CES, c'est le grand salon tech de Las Vegas qui se tient chaque année. Emmanuel Macron s'y est rendu à 2 reprises d'ailleurs, en 2015 et en 2016. Et en 2016, il y a une demande qui a été faite à Business France d'organiser un événement pour que la French Tech française se fasse connaître des investisseurs étrangers. C'est donc pas à lui de s'assurer que le contrat passé entre Business France et Havas est fait dans de bonnes conditions. Enfin, si vous demandez, Business France organise des centaines d'événements comme ça chaque année. Si vous demandez à un ministre d'aller s'assurer que les diligences ont été faites par chacun des organismes ou typiquement là en l'occurrence de Business France, enfin vous imaginez bien qu'un ministre a autre chose à faire. Le soupçon de favoritisme, il pèse entre Business France et Havas. Et ça, ce sera, il y a une enquête qui a été mandatée par l'inspection générale des finances par Michel Sapin, qui dit d'ailleurs lui-même ce matin dans une déclaration, il le dit. Emmanuel Macron n'a absolument rien à voir avec ça. C'est un dysfonctionnement de Business France, dit Michel Sapin. Il appartenait, si elle considérait que les délais étaient trop courts, de dire qu'elle ne pouvait pas organiser l'événement. Voilà ce que dit le ministre de l'économie. On verra ce que dira le rapport de l'inspection générale des finances, mais c'est sans doute dans ce sens-là qu'il y a. Et Michel Sapin dit Emmanuel Macron est totalement hors de cause. Oui, mais enfin, venant voilà Michel Sapin, on peut pas dire que Michel Sapin a été, un soutien absolu d'Emmanuel Macron dans la démarche que nous avons engagée. C'est même un doux euphémisme. Il ne votera pas Macron, Michel Sapin. Ça, faudra lui demander. Enfin, vous rappelez quand même que Business France, en l'occurrence, est sous la tutelle de Bercy, donc sous l'autorité du ministre. Oui, d'accord. Enfin, si vous demandez à un ministre d'aller vérifier le moindre contrat passé par les organismes sous tutelle, monsieur Bess, c'est que vous avez vraiment une difficulté. Je ne sais pas comment vous allez exercer demain les responsabilités de l'État si vous y êtes appelé. Vous dire que c'est quand même, ça relève quand même de la compétence de son ministère. Voilà. Oui, à Bercy, visiblement, on n'a pas vérifié. Je suis pas en train de dire que c'est lui qui a donné l'ordre. N'a pas sans doute fait les diligences nécessaires. Jean-Christophe Lagarde. Florentin même. C'est pas triste. C'est un moment. Vous pouvez vous sentir vexé. Très heureux de la confusion. Pardon, désolé. Mais je veux bien vous parler de Jean-Christophe Lagarde. Monsieur Florentin, cette affaire, il y a Christian Jacob qui demande que le parquet soit saisi, comme il l'a été pour l'affaire Fillon. Non, mais au-delà de ce qu'on évoque sur la relation Business France, ministère de l'économie, c'est la personnalité et c'est le sujet d'Emmanuel Macron qui est au centre. Il ne serait pas à ce moment-là en situation de devenir, puisqu'il s'était très, très assumé à cette période-là, candidat au présidentiel, le sujet ne serait pas là. Là où on peut s'interroger, c'est sur un peu la combinaison d'une précipitation, semble-t-il, à avoir conclu un marché hors règle et d'une perspective de candidature au présidentiel. Et c'est là où, compte tenu du climat, autant que les juges effectivement regardent ça c'est bien antérieur au lancement d'En Marche. C'est bien antérieur au lancement d'En Marche. C'est plusieurs mois avant. Mais c'est dans un parcours vers les présidentielles qui ne faisait aucun doute. Et puis, je voulais qu'on dise un mot aussi sur les parrainages, vous savez, parce qu'aujourd'hui, ces parrainages, ces 500 signatures, c'est transparent, c'est actualisé régulièrement par le Conseil constitutionnel qui reçoit de la part de ces élus qui parrainent les documents. C'est pour voir où nous en sommes. On a 5 candidats qui ont déjà leurs 500 signatures qui sont validées.
Donc il y a notamment Benoît Hamon, il y a François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Mélenchon, Non, Mélenchon, non, on ne les a pas encore. Et 559. Et Nathalie Alors, ils Arthaud avaient pas qui est hier. à 557. Voilà pour les 5 qui sont validés. C'est Autant. Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas Jean-Luc Ouais, je Mélenchon. pense qu'il y a une erreur, hein, c'est Ah, pas Mélenchon. Mélenchon les a pas. Donc, Non, non. alors, bon, Nicolas J'ai Dupont-Aignan la et dépêche. Jean-Luc, mais je vous fais confiance, Benjamin Griveaux. Donc, Non, non, c'est une erreur, me dit-on, Ouais, ouais. effectivement. Ouais. En revanche, Marine Le Pen ne les a pas encore, alors. Là, au moment où nous parlons, elle les a. Elle les avait pas hier, puisque les chiffres que vous évoquez, ce sont les chiffres du Bah oui, Conseil bah oui. constitutionnel. C'est le Hier, Constitutionnel qui nous les il y en a- communique. parce donc, que c'est actualisé. voilà, oui. pour être tout à fait précis, elle en avait 483 hier validés par le Conseil constitutionnel et elle a franchi la barre des 500 aujourd'hui. Ouais. Et il y en a un qui devrait aussi être très bientôt validé, c'est François Asselineau. Nous dit-on, vous allez sûrement vous retrouver les uns et les autres à débattre avec connaissez tout petit candidat, avec François Asselineau. On voit des affiches sur le Oui. périphérique. Moi, Partout c'est en la France. seule. Voilà, c'est la seule. Je connais pas le programme J'ai du le C'est même bon, alors, rapport à François Asselineau que mon voisin, à savoir les affiches nombreuses que nous voyons sur le périphérique, sur les barrières Vauban à Paris et sur les Mais murs. c'est bien d'avoir comme ça des candidats que personne connaît, qui sortent un peu de nulle part, entre guillemets, qui arrivent à avoir des parrainages. On ne sait pas trop comment. C'est l'esprit aussi de cette élection présidentielle, de la compétition présidentielle. Il y a toujours eu à toutes les élections présidentielles des petits candidats, comme on dit, c'est-à-dire des candidats qui ont un niveau électoral assez Mais qui modeste. représente-t-il Mais qui doivent, non mais ils doivent, ils répondent aux règles, notamment de parrainage par les maires, par les élus. Bien, c'est normal qu'ils puissent s'exprimer dans le débat. C'est les Français qui trancheront le débat. C'est vrai que c'est important aussi qu'on n'ait pas uniquement les candidats qui sont issus des grands partis. C'est utile, je pense, pour la qualité du débat démocratique, qui est aussi ces petits candidats. Et alors, par Vous exemple, voyez il y en a débattre des avec petits- François Asselineau, Nathalie Arthaud, c'est vraiment bon pour le débat démocratique, Benjamin Griveaux. Jacques Cheminade, peut-être. Jacques Cheminade Nous, aussi. on ne peut pas dire qu'on s'adresse à tous les Français et vouloir en exclure certains d'un débat démocratique qui est le grand rendez-vous politique en France tous les 5 ans. Ça paraîtrait quand même un peu saugrenu. C'est-à-dire, ce sont des personnalités qui débattrons. n'ont pas d'élus locaux, qui apparaissent tous les 5 ans et qui se retrouvent au même niveau que tout le monde tous les 5 ans. quoi. Oui, sauf Mais- qu'ils ont quand même réussi à convaincre au minimum 500 élus locaux. Et les élus locaux, ils se font pas non plus. Ils ne se laissent pas faire. Vous voyez, ils ont besoin d'arguments, ils ont besoin d'être convaincus. Ce n'est pas un blanc-seing donné gratuitement. Donc moi, je suis convaincu que notre pays, qui est construit quand même sur ce substrat Et qu'il a territorial, besoin de débattre avec François Asselineau, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud. S'il y a des élus locaux qui et que ça pensent apportera que quelque ça... chose à la démocratie au pays. Oui, moi je pense que si un maire d'un petit village pense que, et s'ils sont 500 à penser que tel ou tel peut défendre tel ou tel élément de programme qui est utile pour la France, ça vaut le coup de le peser et de le mettre sur la table du débat démocratique. C'est le seul moment tous les 5 ans où on peut le faire. Ben, faisons-le, et c'est aussi la vitalité d'une démocratie. Très bien, mais dans un instant, les 3 déclarations à vous faire écouter et vous faire commenter, messieurs. Monsieur Éric Brunet, 13h-15h, Radio Brunet sur RMC avec au programme. Bonjour les grandes gueules. Bon, on va s'interroger sur le programme d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai j'ai le sentiment, bon c'est très personnel, mais qu'il est en train de devenir le vrai candidat du Parti Socialiste. Je ne parle pas des ralliements, c'est pas une histoire de ralliement ni d'hommes et de femmes politiques. C'est quand on regarde un petit peu les cadeaux qu'il est en train de faire aux différentes corporations, c'est quand même, il y a beaucoup de dépenses publiques. Alors il dépense virtuellement l'argent que la France n'a plus, augmentation des minimums vieillesse, des budgets militaires, allocations handicapées, indemnités chômage, tout ça est très bien, mais ça fait beaucoup de cadeaux en période électorale et je me demande si ce qu'il reste du Macron libéral de l'année dernière, à mon avis, pas grand-chose. Voilà de quoi nous allons parler tout à l'heure. 32-16 pour réagir avec Éric. Quant à nous, on va passer aux 3 déclarations avec nos responsables politiques, nos grandes gueules de la politique. Première déclaration, c'est pour Nicolas B, secrétaire général du Front National. On va vous faire écouter quelqu'un qui était là hier dans le grand oral et qui va voter Marine Le Pen. Il nous l'a dit, c'est Robert Ménard. Mais il y a mis un mais. C'est mon gros désaccord avec le Front National, donc je ne vais pas faire de langue de bois là. Je ne suis pas pour la sortie de l'Europe. Moi, je dis que c'est anxiogène. Je le lui ai dit. C'est pas pour rien que les personnes âgées qui devraient spontanément, sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la morale, de l'école et tout, voter massivement pour le Front National, s'ils ne le font pas, c'est en particulier parce que sur la question de l'euro, il y a la peur pour les gens. Réponse à Robert Ménard, Nicolas B.
Je crois qu'il faut distinguer l'Europe et l'Union européenne. L'Europe, c'est une réalité, une communauté de civilisation, des liens d'amitié très anciens entre les pays européens, malgré une histoire avec des conflits. Et bon. Mais aujourd'hui, le problème, c'est l'Union européenne. L'Union européenne telle qu'elle a été construite et telle qu'elle a été développée avec les traités de Maastricht, de Lisbonne, les accords de Schengen, etc., elle dessert les intérêts des peuples. On nous avait promis la croissance, le plein emploi, la sécurité. Ça a apporté le chômage de masse, la casse sociale, l'immigration massive, l'insécurité et même le terrorisme. On ne peut pas faire l'économie de ce constat. Nous, ce que nous défendons, c'est pas de sortir de l'Europe, c'est de construire l'Europe différemment. Donc, soit on renégocie avec nos partenaires européens si Marine Le Pen est à l'Élysée. Et à ce moment-là, on remet à plat l'organisation de l'Europe, on la fait plus souple, plus respectueuse des identités, des spécificités nationales, une Europe des coopérations, une Europe à la carte. C'est l'Europe d'Airbus et d'Ariane, c'est l'Europe des grandes coopérations industrielles qui ne doivent rien à la Commission européenne. Soit ça n'est pas possible parce que, comme David Cameron, on est face à un mur avec M. Juncker, et à ce moment-là, eh bien, on proposera par référendum de sortir de l'Union européenne pour ensuite construire cette Europe des coopérations. Donc notre projet, il n'est pas le référendum, c'est non. Il n'est pas anti-européen. Si les Français disent non au référendum, alter-européen. Marine Le Pen démissionne, c'est ça? Écoutez, elle en tirait les conséquences, mais je crois qu'elle peut être présidente que quelques mois. La position de Marine Le Pen dans cette campagne présidentielle sur la question de l'Europe, sur la construction européenne, sur la nécessité aussi de retrouver notre liberté en matière monétaire, elle est connue des Français. Et donc je pense que si elle a une majorité dans les urnes le 7 mai, ce sera pour mettre en œuvre ce projet. Mais encore une fois, c'est un projet pro-européen. Aujourd'hui, l'Union européenne a organisé l'impuissance collective des nations européennes. Deuxième déclaration pour Benjamin Griveaux. On va faire écouter l'ancien magistrat, l'ancien procureur Éric de Montgolfier à propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait décidé, donc je me dis, tiens, finalement, il sort un peu des sentiers battus. Vive la politique si elle sort des sentiers battus. Et puis depuis qu'il est en marche vers le pouvoir, je vois bien qu'il cherche à attraper un maximum de gens. Il veut plaire à tout le monde. Vous savez, ça me rappelle un personnage de Picsou, Géo trouve tout, l'inventeur génial. Et là, vous avez Manu attrape tout. Manu attrape tout. Écoutez, Éric de Montgolfier appartient à cette génération qui pense qu'il y a un clivage entre la gauche et la droite et que c'est ce clivage qui est indépassable et que les Français se réveillent tous les matins en se demandant s'ils sont de gauche ou de droite, si le chômage c'est de gauche ou de droite, si la question de sécurité c'est de gauche ou de droite, si l'Europe c'est de gauche ou de droite. Je le renvoie à ce clivage-là. Je crois que les Français ne sont plus attachés à ce clivage, qu'il y a une vraie différence qui s'opère aujourd'hui entre, d'un côté, des mouvements très conservateurs, et puis des mouvements plus progressistes, des mouvements nationalistes assumés, et puis des mouvements patriotes, puisque le patriotisme, c'est aussi... Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la nation. Et donc la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est qu'elle est nationaliste et que nous sommes patriotes et que ce patriotisme peut trouver sa place. La France, si elle veut retrouver sa souveraineté, ça passe par l'Union européenne. Oui. Chacun le sait. Ce sera à cet échelon-là que se jouera l'avenir du pays. Donc je laisse Géo trouve-tout à Éric de Montgolfier. Troisième déclaration pour vous, Jean-Christophe Fromentin, et on vous fait écouter justement un candidat, Emmanuel Macron, qui était en balade hier, si je puis dire, en balade électorale, en campagne électorale, au Mureau, et qui évoquait François Fillon. Je pense qu'il est en train de devenir le Nicolas Sarkozy de 2012 sans la vitalité. C'est-à-dire qu'il a, de Nicolas Sarkozy en 2012, les affaires, il a la radicalisation du discours en matière de sécurité et d'identité, avec un tempérament qui n'est pas le même. Et je pense que ce n'est pas ce dont la France a besoin. C'est l'inverse, je pense, là, qui est en train de se passer. Nicolas Sarkozy était dans des positions erratiques, avec des changements de cap en permanence. Il ne savait pas exactement vers où il fallait aller. Et François Fillon est dans une position totalement inverse de celle-là. François Fillon a d'ailleurs les difficultés liées à sa constance, à la permanence, à cette idée à partir d'un programme et d'un projet qui a été mis sur la table depuis plusieurs mois et avec une contribution très large, y compris de la société civile, il a cette rigueur, il a cette détermination, alors que Sarkozy était différent. On l'évoquait tout à l'heure, il y avait les sondages qu'occupait le quotidien de l'Élysée en permanence, et je crois que
ces sondages ont totalement fait perdre la boussole à Nicolas Sarkozy, comme ils l'ont fait perdre d'ailleurs à François Hollande. C'est cette dictature des sondages qui amène chacun à raisonner par rapport à la clientèle qui est la plus interpellante est catastrophique. C'est l'inverse de François Fillon. On dit que c'est de la rigueur, on dit que c'est austère, on dit que c'est pas drôle. Mais est-ce que c'est pas justement cette rigueur, cette austérité, cette constance, cette capacité à garder le cap? Et ça a été encore une fois démontré ces derniers jours. Il n'y a pas la vitalité de Sarkozy, dit Macron. Mais est-ce que la vitalité, elle est dans l'agitation ou est-ce que la vitalité, elle est dans la constance? Vous voyez, mettez un agité sur un bateau, le bateau, il va changer de cap sans arrêt, il va faire des tours sur lui-même. Et mettez quelqu'un qui a une détermination à la barre d'un bateau et qui est clair dans sa tête sur le cap à suivre, le bateau, il va certes tanguer comme tous les bateaux dans la tempête, mais il arrivera à bon port. Merci messieurs d'être passés par ce conseil des GG. Bonne campagne électorale à vous. Nous on se retrouve demain entre 10h et 13h avec Claire Aupetit, Pascal Perry, Karim Zeribi et sera avec nous pour le grand oral des GG. Et François Ruffin, je sais que le nom vous dit quelque chose. François Ruffin, c'est ce cinéaste qui vient de recevoir le César du meilleur documentaire pour Merci Patron. Un César qu'il a décidé d'offrir aux salariés de l'usine Whirlpool de la Somme qui vont être transférés. L'usine va fermer. Donc, il viendra passer le grand oral des GG. François Ruffin demandera comment il se situe dans cette campagne électorale, s'il a choisi son candidat. La dernière fois, c'était pour Nuit Debout. Hein. C'était l'un des leaders de Nuit Debout. Bon, ça s'est arrêté un peu rapidement à Nuit Debout. Donc, on l'interrogera là-dessus. À demain 10h, en direct sur RMC et numéro 23. Bonne journée. Merci.